Bonjour et merci de nous avoir rejoints tous les trois. On va ouvrir notre troisième et dernière partie avec un sujet important, les collaborations entre acteurs publics et privés de la santé pour accélérer et avancer ensemble. Bonjour Ella, vous êtes co-responsable de la DNS et vous connaissez bien le sujet des collaborations entre acteurs publics et privés. Sont-elles le socle du développement de la e-santé? Comment est-ce que vous les accompagnez? Comment est-ce que vous encouragez aujourd'hui, vous, ces nouvelles synergies? Bonjour à tous, bonjour Vassilia, bonjour Jérôme. Effectivement, nous, au cœur de la politique publique du numérique en santé, on le sait, le numérique doit nous aider à faire face à des enjeux de santé. On l'a dit tout au long de la matinée, notre système de santé il fait face à de nombreuses tensions et on sait que de plus en plus de technologies vont se développer et se développent aujourd'hui pour répondre à ces problématiques, à ces enjeux. Et donc, on doit collectivement fixer le cadre pour permettre au numérique de résoudre les problématiques de notre système de santé. Ce cadre-là, c'est un cadre de valeurs d'abord, parce que tous collectivement, et sincèrement, on l'a entendu tout au long de la matinée, on est engagés pour s'assurer qu'on préserve les valeurs de notre système de santé, des valeurs humanistes, des valeurs d'universalité. Et pour que tout ça fonctionne, il faut qu'on ait une politique publique qui soit ambitieuse, en appui des acteurs économiques qu'on rencontre ce matin, en appui des acteurs des startups de Future for Care, des startups qui sont à Paris Santé Campus, tous ces acteurs-là qui sont engagés pour faire en sorte que le numérique améliore la santé, qu'il soit une solution pour l'amélioration de l'accès à l'offre de soins, qu'il soit une solution pour améliorer la qualité de la prise en charge, ou qui contribue aussi à prendre le virage de la prévention dans le champ de la santé. On l'a entendu tout au long de la matinée. Notre rôle à nous dans tout ça, c'est fixer ce cadre, c'est faire en sorte qu'on fixe des règles pour que ces valeurs, ces principes, ce ne soient pas juste des mots en l'air, mais ce soient des pistes de collaboration super concrètes au quotidien. Et donc, au sein du ministère de la Santé, avec l'aide de l'Agence du numérique en santé, avec l'aide de l'assurance maladie également, très concrètement, on a 4 missions. D'abord, il faut qu'on construise ces règles. Et pour ça, on doit le faire en concertation avec les acteurs du secteur. Il faut qu'on le fasse de manière pragmatique, en tenant compte de la maturité des acteurs sur des enjeux d'interopérabilité, de sécurité. L'actualité nous le rappelle régulièrement, c'est un vrai enjeu, mais aussi des règles éthiques. Et donc, ces règles-là, il faut qu'on continue à les co-construire, comme on l'a fait par exemple dans le cadre du Ségur de la santé. On a mis autour de la table les acteurs de santé, les entreprises du numérique en santé, et nous, État, pour animer ces discussions et fixer ensemble des jalons pour améliorer la mise en conformité et améliorer la sécurité, l'interopérabilité des solutions du numérique en santé. Notre deuxième mission, c'est de financer. C'est financer pour que les entreprises arrivent à se mettre en conformité, qu'elles passent la marche. C'est une sorte de financement, entre guillemets, à l'amorçage. Mais c'est aussi de définir des perspectives de marché. On l'a entendu tout au long de la matinée, les investisseurs, ils ont confiance aussi quand il y a des perspectives presque de prise en charge ou de remboursement. Et nous, il faut qu'on oriente ces stratégies-là pour qu'elles nous permettent de répondre à des enjeux de santé publique. Il faut donc qu'on définisse les perspectives de prise en charge par l'assurance maladie ou par les autres mécanismes de financement pour permettre aux acteurs de se brancher à des enjeux de santé publique et de produire des solutions qui apportent de la valeur là-dessus. Enfin, notre troisième mission, c'est d'accompagner les acteurs. Cécile va sûrement en parler, mais par exemple, dans le cadre du référencement de Mon Espace Santé, on a co-construit les règles ensemble. On s'est aussi plié à l'essai collectivement de se dire et tiens, si on faisait un catalogue pour permettre à nos concitoyens de retrouver les services dans lesquels ils peuvent avoir confiance. Et pour y arriver, il faut qu'on travaille main dans la main. Notre mission à nous, c'est d'accompagner les entreprises pour qu'elles arrivent à ce niveau d'exigence et qu'elles puissent apporter sur le marché des solutions dans lesquelles nos concitoyens peuvent avoir confiance. Nos concitoyens et les acteurs de santé, bien évidemment. Et petit à petit, en mettant en place, au travers des différentes initiatives que l'on porte, cette politique d'accompagnement, de définition des règles et de financement, on s'est rendu compte qu'il nous manquait aussi une corde à notre arc. C'est celle de la sanction. C'est-à-dire, à partir du moment où on a défini ensemble des règles, que l'on a mis en place les mécanismes pour accompagner les entreprises à se mettre en conformité à ces règles et à offrir des solutions qui permettent de répondre aux enjeux de notre système de santé, pour celles qui se mettent durablement en dehors des clous, il faut pouvoir mettre en place ce régime de sanctions. C'est ce que permet le projet de loi de finances de 2023 et c'est un sujet sur lequel on va être amené à travailler ensemble dans les années qui viennent. Enfin, un dernier sujet qui va être extrêmement important pour nous et qui est au cœur de la feuille de route qu'on propose pour les 5 années à venir, c'est en fait simplifier l'expérience des entreprises qui s'engagent dans le champ du numérique en santé
En gros, on a défini avec le Ségur des règles par couloir, par secteur, par type de service. Et ça peut être compliqué pour les acteurs de s'y retrouver. Qu'est-ce que je dois faire en termes de sécurité? Qu'est-ce que je dois faire en termes d'interopérabilité? Qu'est-ce qui se passe si je suis certes éditeur d'un dossier patient informatisé, mais j'ai aussi intégré des logiciels qui sont plus de l'ordre du dispositif médical? Voilà. Comment est-ce qu'on simplifie la lecture de l'ensemble de ces règles pour les acteurs du secteur à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne, puisqu'on travaille avec les HAS européennes pour définir des cadres d'évaluation partagés, pour qu'on puisse évaluer tous ensemble le bénéfice clinique des services qui sont développés dans le champ de la santé, et surtout pour qu'une entreprise, lorsqu'elle se penche sur le marché français, elle puisse très rapidement se projeter à l'échelle du marché unique européen. Merci Ella pour ce propos instructif de la table ronde sur les collaborations publiques-privées. Vous venez de le citer avec Cécile. Donc Cécile Caron-Lacarrière, vous êtes directeur stratégie marketing communication chez Vidal. Alors Vidal, tout le monde le connaît, hein, ce fameux livre rouge, les médecins aussi bien sûr le connaissent, mais vous êtes aussi un acteur très impliqué dans le numérique maintenant depuis pas mal d'années. Et donc on voulait comprendre deux éléments, en quoi cette transformation aussi numérique pour Vidal est importante, et puis comment vous avez pu travailler sur cette démarche de co-construction qui est un élément, je dirais, fondamental aujourd'hui dans le domaine de l'e-santé. Oui, bonjour, merci. Alors oui, on ne présente plus Vidal, mais Vidal n'est plus que numérique. Aujourd'hui, Vidal est une entreprise 100% digitale. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'il est numérique, mais aujourd'hui, c'est 100% digital. Et on correspond avec 350 000 professionnels de santé tous les jours de façon uniquement digitale. Donc, on est vraiment un acteur pionnier du numérique. On a une conviction forte qui est que pour que nos outils soient utilisés comme il faut et rendent service aux professionnels de santé et aux patients, parce qu'on va parler des patients aussi, il faut être intégré dans le parcours, intégré dans l'usage. Donc on connaît bien nos utilisateurs et c'est pour ça que nos solutions sont dans le Ségur, intégrées dans les logiciels. Et là, on va parler de Vidal Ma Santé, donc qui est une application qu'on vient de lancer et qui est pour les patients. On a une conviction forte d'être intégré, c'est aussi intégré dans l'écosystème. Donc c'était pour nous très important de travailler quand Mon Espace Santé a ouvert ce concours pour co-construire. On s'est présenté et on a été sélectionnés. Donc travailler avec l'écosystème, c'est très important. Dans ce cadre-là aussi, on est maintenant à Paris Santé Campus, qui, comme Future for Care, est un accélérateur important. Donc on est vraiment présent au cœur de l'écosystème. Alors un petit mot sur Vidal Ma Santé. Vidal Ma Santé, c'est une application pour les patients. C'est tout le savoir-faire de Vidal pour les patients. Donc ça permet aux patients d'être plus compétents dans la prescription qui lui est faite par son professionnel de santé et donc de mieux aider à l'efficacité complète de la prise en charge. Donc ça donne une information en langage patient, ça permet de sécuriser, ça permet de garder la trace de ces prescriptions. Et donc vous comprenez bien, pour nous, l'enjeu d'être dans Mon Espace Santé, demain, de pouvoir faire des échanges de données de santé, en particulier avec la e-prescription qui arrive, toutes les prescriptions structurées qui vont arriver dans Mon Espace Santé et qui vont permettre comme ça aux patients d'avoir un flux extrêmement simple entre sa prescription médicale et son explication et son quotidien avec son application, comme on l'a voulu avec Vidal Ma Santé. Donc pour nous, ça a été une très belle expérience d'abord. Je crois que franchement, on est parti dans cette aventure sans savoir très bien où on allait. Et puis, on a vraiment eu des équipes de la DNS, l'ANS, GIE, Système Vital, la CNAM qui étaient vraiment à l'écoute. Et quand ça ne marchait pas, on l'a dit. Quand ça marchait, on l'a dit. Et ensemble, on a construit. Et on parlait encore tout à l'heure de l'étape suivante qui va venir. Et on est, nous, très partants parce que ça a été une très bonne expérience, vraiment très, très constructive. Et ce qui nous a permis d'être dans la première vague des applications qui sont dans le catalogue de services de Mon Espace Santé. Et pour nous, c'est vraiment important parce que d'une part, c'est un gage de confiance pour les Français. Donc, on a fait tout ce processus qui était quand même un peu long, il faut l'avouer, mais pour être présent dedans. Donc, c'est un gage de confiance pour les Français. Et puis, et je crois que c'est l'enjeu de demain, on en a un peu parlé, mais c'est le développement de l'usage. Parce que ce soit nous, industriels, ou l'État, on a tous intérêt à ce que tout ça se développe. Et on a tous notre part à jouer avec nous, de notre côté, la puissance de frappe qu'on a, puisqu'on travaille avec beaucoup de professionnels de santé. Et puis, avec l'État, la garantie de l'État. Et je pense que si ensemble, on est capable de donner aux patients et aux professionnels de santé ces garanties-là, on pourra développer un écosystème numérique qui fonctionne. En tout cas, c'est notre conviction.
montrer que l'écosystème de la santé numérique est fort, comme on l'évoquait ensemble. Merci Cécile. On va enchaîner avec vous, Thierry Hulot. Vous êtes le président donc, du LEM, donc les entreprises. Bonjour. Les entreprises donc, du médicament. Il nous semblait vraiment essentiel que vous soyez présent pour cette table ronde quand on parle de collaboration publique-privée. On sait que voilà, vous êtes un acteur qui est très orienté également vers le numérique depuis pas mal d'années, sur l'ensemble des entreprises. Donc en quoi ces collaborations publiques-privées sont pour vous importantes pour les adhérents du LEM, mais globalement pour tous les acteurs du système de santé? Elles sont absolument fondamentales. Je crois que vous l'avez très bien indiqué. Déjà, il faut saluer le fait que la puissance publique s'est emparée du sujet et qu'il y a une véritable volonté de travailler, co-construire ensemble, comme vous l'avez mentionné. Alors, quand on parle du médicament en e-santé, du médicament et du numérique, on a beaucoup entendu ce matin, il y a énormément d'initiatives qui sont axées sur, j'allais dire, l'efficience du parcours de soins. Comment mieux accompagner le patient à l'hôpital? Ou, à l'autre extrémité de la chaîne, comment prévenir les rechutes? Avec toutes les options de télésurveillance qu'on voit se développer, notamment celle de télésurveillance à domicile. Et puis, au milieu, il y a toutes les solutions d'e-santé qui viennent avec le traitement, avec le médicament, qui peuvent être un dispositif médical numérique, c'est les plus fréquents, ou une solution numérique qui, sans être un dispositif médical à proprement parler, va accompagner le traitement. Et là, on a énormément à faire. Et c'est encore un terrain où, je veux dire, on est probablement au balbutiement. Sur ce sujet-là, les entreprises du médicament que je représente viennent de diligenter une assez grande enquête avec l'entreprise Opus Line qu'on rendra publique demain pour essayer de mieux identifier les barrières. Alors je vais essayer de vous donner quelques exemples très simples. On parle beaucoup de l'accès aux essais cliniques pour les patients français. Il y a une grande initiative qui est lancée pour rendre sur un site assez convivial disponible la liste de tous les essais cliniques disponibles en France pour favoriser l'accès aux essais cliniques aux patients français. La France est parmi les pionniers en Europe en termes d'essais cliniques. Mais souvent, une des barrières, c'est le consentement éclairé du patient, qui reste une paperasse administrative absolument terrible. Il faut pouvoir évoluer vers ce qu'on appelle le consentement électronique, le e-consentement. C'est un sujet qui est pris en charge par la CNIL, par la NSM, par le SNITEM, par le LEM. Et là, j'appelle tout le monde à accélérer pour qu'on puisse conclure sur ce sujet on ne peut plus rapidement, car ce sera une chance supplémentaire pour les patients français d'avoir accès quelque part en primeur à des traitements innovants. Donc là, il faut travailler ensemble. Et autorités publiques, acteurs du numérique, entreprises du médicament. Si on prend un autre exemple, qui sont tous les traitements qui sont associés à un système d'injection, qui jusqu'à présent étaient manuels, on appelait ça les dispositifs médicaux, maintenant ils deviennent numériques. Et là, on est face à une difficulté, c'est la valorisation de l'ajout du numérique. Parce que souvent, vous avez un stylo d'injection, alors pour une hormone de croissance, pour une insuline, pour un traitement chronique, et ça fonctionnait manuellement. Et le prix avait été valorisé avec ce fonctionnement, j'allais dire, mécanique. On ajoute de l'électronique, on ajoute de la valeur ajoutée pour le patient en pouvant suivre, en pouvant monitorer, en pouvant voir les erreurs d'injection, en pouvant télétransmettre à son médecin traitant les données en temps réel. À l'heure actuelle, notre système de santé n'arrive pas à le valoriser. Et là, c'est décourageant. Parce que certaines solutions ne sont pas compliquées d'un point de vue technologique. Ce qu'on est en train de mettre en e-santé autour du traitement, c'est des technologies on ne peut plus éprouver. Par contre, on est dans une gestion assez comptable du prix du médicament dans ce pays et on a du mal à valoriser cet investissement particulier qui, en termes d'observance, en termes de prévention, en termes d'éviter des rechutes, aura un très fort apport. Donc il est urgent de travailler là avec la commission de transparence, avec le comité des prix, le CEPS, sur quelles données sont nécessaires dans un dossier d'enregistrement quand on amène des solutions d'e-santé autour du traitement et comment les valoriser proprement.
Alors, il y a des initiatives. On sait qu'en ce moment, la HAS travaille sur un peu un référentiel des dispositifs médicaux de télésurveillance. C'est un premier pas, il faut le saluer. On devrait avoir le référentiel disponible d'ici la fin du premier trimestre. Je pense qu'il faut aller encore plus loin et qu'il va vraiment travailler sur la valorisation de tous ces systèmes. C'est à ce prix-là, non seulement qu'on réussira, mais qu'on améliorera la qualité de vie des patients et qu'on générera une source d'économie pour notre système, parce que je suis absolument convaincu que l'e-santé va nous permettre d'optimiser les parcours de soins, de les transformer certainement, mais de les optimiser, et générera des économies qui serviront à financer les innovations. Donc au travail. Merci. Écoutez, merci Monsieur Hulot pour ce discours encourageant et bien sûr à travailler ensemble. Je crois que vous avez également initié il y a quelques mois avec le LEM aussi cette démarche de formation aussi pour l'ensemble des équipes des industriels du médicament. Donc c'est une démarche qui est importante. Dans tout ça, on n'y arrivera que si on forme tous les acteurs. Et donc, les industries du médicament en France, c'est plus de 100 000 collaborateurs. Il n'y a pas un métier qui, sur les 15 dernières années, n'a pas été impacté par la révolution numérique et digitale. Et il faut continuer de former, d'acculturer et de remettre en question certains schémas qu'on a tous, notamment dans les parcours de soins. Où, que ce soit en ville, à l'hôpital, dans nos industries, le parcours du patient va être totalement transformé dans les années qui viennent par tout ce qu'amène l'e-santé. Et je pense que tous les conférenciers de ce matin en ont donné une flaveur si vous ne l'aviez pas avant. Absolument. Mais écoutez, c'est un beau mot de conclusion qui permet aussi, comme je l'ai montré tout à l'heure, quand vous parlez d'acculturation, je recommande vraiment ce livre qui était passionnant. Moi, j'ai dévoré, qui est du professeur Jean-Mel Biot, qui nous a fait l'amitié de venir ce matin, qui s'appelle 2041, l'Odyssée de la médecine, et qui va, Monsieur Hulot, dans le sens de ce que vous évoquez, c'est-à-dire une acculturation de savoir en quoi l'IA en santé, mais plus vraiment la santé numérique, va bouleverser la médecine aujourd'hui et dans les années à venir. Merci à tous les trois, et on va faire un propos introductif par rapport à ce que vous avez évoqué, avec des expériences notamment entre l'Institut Curie et Janssen, mais également aussi entre deux acteurs privés, avec Abbott et Novo Nordisk. Merci à tous les trois. À tout de suite.